L'air dans la salle à manger du domaine de Whitmore était chargé d'une odeur de café frais et de vieil argent. Je m'assis à la longue table en acajou, mon tatouage serré, les mains jointes comme un enfant, attendant la permission de parler. Clara était en face de moi en train de rire de quelque chose que sa cousine avait dit, ses yeux brillants comme ils n'avaient pas été avec moi depuis des mois. Sa famille remplissait la pièce, des oncles, des blazers sur mesure et des boucles d'oreilles en diamant, tous échangeant des histoires sur des vacances auxquelles je n'avais jamais été invité. J'étais Miles Harrington, le gars qui s'est marié avec ça, celui qu'ils ont toléré parce que Clara a dit que oui il y a 6 ans, mais je n'étais pas l'un d'entre eux, je ne le serai jamais. Je sirote mon jus d'orange en essayant de me fondre dans le papier peint. Quand Julian, le frère aîné de Clara, se pencha par-dessus la table, ses boutons de manchette brillaient sous le lustre. « Miles, il dit assez fort pour que tout le monde puisse l'entendre, tu es terriblement silencieux, on ne t'apprend pas à parler dans ces collèges communautaires ?» Quelques rires résonnèrent autour de la table. Ma mâchoire se serra mais je me forçai à sourire. J'avais appris à laisser passer son coup. Clara a dit que c'était plus facile ainsi. Gardez la paix. Murmurait-elle après chaque réunion de famille, sa main sur mon bras comme si elle apaisait un chien. J'étais sur le point de changer de sujet. Renseignez-vous sur la météo ou sur des bêtises sûres. Quand Julian prit son café muc, il fumait, tout juste sorti de la cafetière. Il m'a regardé droit dans les yeux, son sourire narquois tranchant comme une lame, puis il a incliné la moquerie. Du café chaud m'a éclaboussé le visage, me brûlant la peau et trempant ma chemise. La pièce est devenue silencieuse, mes yeux me piquaient, mes joues palpitaient et pendant une seconde je n'ai pas pu respirer. Julian a ri d'un aboiement court et cruel et a dit « Oups, je suis maladroit. Je ne me souviens pas d'être debout, je ne me souviens pas d'avoir serré le poing, mais je me souviens du craquement de mes jointures contre sa mâchoire, de la façon dont sa tête s'est renversée, de la façon dont sa chaise a basculé lorsqu'il a heurté le sol. » Des halètements éclatèrent. Quelqu'un a laissé tomber une fourchette. La mère de Clara, Béatrix, serrait ses perles comme si je venais de mettre le feu à la table. Julian se leva précipitamment, se tenant le visage, les yeux écarquillés, sous le choc. Je restais là, ma main palpitante, du café coulant sur mon menton, attendant que quelqu'un dise quelque chose. Clara m'a regardé. Sa bouche était finement ridée, ses yeux étaient froids comme le marbre. Personne ne m'a demandé si j'allais bien. Personne n'a dénoncé Julian pour ce qu'il avait fait. Béatrix s'est précipitée vers son fils, roucoulant comme s'il était un enfant blessé, pas un homme de 38 ans qui venait de m'agresser. Mon beau-père, Édouard, s'éclaircit la gorge et dit « Miles, tu devrais peut-être sortir. » Sortir, comme si j'étais le problème. J'ai de nouveau regardé Clara, attendant qu'elle se lève pour dire « Julian, qu'est-ce que c'est ?» Mais elle ne l'a pas fait. Elle plia sa serviette, la posa soigneusement sur la table et détourna le regard. Ma poitrine me brûlait encore plus que mon visage. Je suis sorti de la salle à manger, j'ai traversé le hall avec son lustre en cristal et ses portraits de famille, puis je suis arrivé sur le porche. L'air du Connecticut était vif, celui qui vous fait sentir vivant. Mais tout ce que je ressentais était petit. J'ai touché ma joue, rouge, tendre, probablement cicatricielle. J'avais passé des années à ravaler leurs insultes, leurs regards en coin, leurs blagues sur mon métier d'ingénieur logiciel, la petite maison de mes parents, ma vie avant Clara. Je l'avais fait pour elle, pour nous. Mais debout là, avec l'écho du rire de Julian dans ma tête et le silence de Clara plus fort que tout, j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais pas seulement invisible pour eux, j'étais invisible pour elle aussi. La porte derrière moi est restée fermée. Personne ne m'a poursuivi, ni Clara, ni ses cousins, ni même le personnel qui avait tout vu. J'ai sorti mon téléphone, la main tremblante, et j'ai ouvert un navigateur. Je ne savais pas ce que je cherchais, pas encore. Mais je savais que je ne pouvais pas retourner à l'intérieur, ni à cette table, ni à cette vie. Mon pouce a survolé l'écran et, pour la première fois depuis des années, j'ai senti une étincelle de quelque chose que j'avais oublié. La colère, oui, mais aussi le faible pouls de ma propre valeur. Je n'allais pas m'excuser, pas cette fois. Le balcon du domaine de Whitmore, au 2e étage, était mon refuge cette nuit-là, une dalle de pierre surplombant une pelouse bien entretenue qui s'étendait dans l'obscurité. Je m'appuyais contre la balustrade, le métal froid me mordant les paumes, le visage encore irrité par le café que Julian m'avait versé des heures plus tôt. À l'intérieur, la famille était réunie dans le salon. Le rire de Clara flottait à travers la fenêtre ouverte, vif et insouciant,
se mêlant au tintement des verres à vin et au bourdonnement sourd des voix suffisantes. Ils étaient partis comme si de rien n'était, comme si je n'avais pas simplement frappé son frère devant eux tous, comme s'il ne l'avait pas mérité. Ma chemise était encore humide, collait à ma poitrine, et chaque respiration me piquait. Là où la peau de mes joues était devenue rose et tendue, j'ai pressé mes doigts dessus, grimaçant, me demandant si cela laisserait une marque que je devrais expliquer aux étrangers en bas. Après ma sortie de la salle à manger, Clara m'avait suivi, non pas pour me surveiller mais pour me gronder. Elle s'était tenue dans le hall, les bras croisés, ses cheveux blonds parfaits, même dans sa colère, et avait dit, « Tu devrais accepter chaque insulte et t'excuser, Miles. C'est comme ça que ça marche. » Comment ça marche? Comme si j'étais une invitée qui avait enfreint une règle sacrée, pas son mari qui venait d'être humilié. Je l'avais regardé, attendant quelque chose de sympathie, un soupçon de loyauté. Mais ses yeux étaient durs, sa bouche serrée. Il m'a brûlé, Clara, avais-je dit d'une voix basse et tremblante. Il m'a versé du café chaud sur le visage. Elle avait soupiré comme si j'étais dramatique et avait marmonné, celui de Julian, juste comme ça. Vous savez comment il est. Puis elle s'est retournée et est revenue vers eux, ses talons claquant sur le marbre, me laissant là comme un imbécile. Maintenant, ici, dans l'air de la nuit, je les rejouais encore et encore, ses paroles, son renvoi, la façon dont personne ne m'avait même offert de serviette. Mon téléphone buzz dans ma poche, un texto de Clara, rentre. Vous aggravez les choses. Pire pour qui? Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Ma gorge était serrée, ma poitrine. Plus lourde qu'elle ne l'avait été depuis des années. J'avais passé 6 ans à essayer de m'intégrer dans son monde. 6 ans à me mordre la langue quand Julian m'a appelé à l'aide à Thanksgiving, à hocher la tête quand Béatrix m'a demandé si la maison de mes parents avait une plomberie intérieure, à faire comme si je n'avais pas remarqué le froncement de sourcils d'Édouard à chaque fois que je parlais. Je l'avais fait parce que j'aimais Clara, parce que je pensais qu'elle me voyait, même si ce n'était pas le cas. Mais ce soir, avec la brûlure sur mon visage et ses paroles résonnant dans mes oreilles, j'ai vu la vérité. Elle ne m'a pas vu non plus. Elle a vu un rôle que j'étais censé jouer, silencieux, agréable, invisible. J'ai arpenté le balcon, mes chaussures éraflaient la pierre, mon esprit s'emballant. La colère était toujours là, chaude et vivante. Mais en dessous se cachait autre chose, du dégoût peut-être, ou de l'épuisement. Je m'étais rétréci pour eux, pour elle, jusqu'à reconnaître à peine l'homme que j'étais devenu. J'ai pensé à mon père, à la façon dont il m'a appris à me tenir droit, à serrer la main fermement, à regarder les gens dans les yeux. Il est mort il y a 3 ans et je me demandais ce qu'il dirait s'il me voyait maintenant laisser un gars comme Julian me marcher dessus. La voix de ma mère résonnait aussi. Elle avait toujours dit, « Miles, tu es assez. » Mais je ne me sentais pas assez ici, pas dans cette maison, pas avec ces gens. J'ai arrêté de faire les 100 pas et j'ai agrippé la balustrade, regardant l'ombre des arbres. À l'intérieur, quelqu'un a monté le volume de la musique, du soft jazz, du genre qu'ils jouaient pour prétendre qu'ils étaient élégants. Le rire de Clara retentit à nouveau et me frappa comme un coup de poing. Ils allaient bien sans moi, ils n'avaient pas besoin de moi là-dedans et peut-être que je n'avais pas besoin de l'être. Ma main se glissa dans ma poche, effleurant mon portefeuille. Je l'ai sorti, je l'ai ouvert, quelques $20, mon permis de conduire, la carte de crédit d'urgence de Clara qu'elle m'avait donnée l'année dernière juste au cas où je ne l'aurais jamais utilisée. La fierté, je suppose, mais maintenant, c'était comme une bouée de sauvetage. Je n'avais pas de plan, pas vraiment, mais l'idée de rester ici, de retourner à l'intérieur dans le gravier, m'a retourné l'estomac. J'ai repris mon téléphone, ignoré le texte de Clara et ouvert l'application de la carte. L'aéroport le plus proche était à 1 heure. Je pourrais y conduire, je pourrais partir. L'idée m'a frappé durement, partir imprudemment et sauvagement, juste comme ça. Pas de sac, pas d'explication. Mon cœur battait à moitié à cause de la peur, à moitié à cause de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la liberté. J'ai jeté un coup d'œil à la fenêtre, à la lumière chaude qui s'en échappait, à la vie à laquelle je m'étais accroché, la voix de Clara a de nouveau flotté, disant quelque chose à propos du dessert. Elle n'était pas venue ici, personne ne l'était. J'étais seul. Et pour la première fois, ça ne m'a pas fait peur. Cela m'a réveillé. J'ai remis mon portefeuille dans ma poche, j'ai jeté un dernier coup d'œil au domaine, les haies parfaitement taillées, les fenêtres brillantes, le monde qui n'a jamais voulu de moi et j'ai décidé que je ne rentrerai pas à l'intérieur, pas ce soir, peut-être jamais. J'ai descendu les escaliers du balcon jusqu'à l'allée où se trouvait ma voiture,
une berline battue qui se démarquait parmi leurs BMW et Tesla. Les clés étaient toujours dans ma veste. Je suis monté à bord, j'ai démarré le moteur et je suis parti sur la route. Le rétroviseur montrait le domaine rétrécissant derrière moi, et à chaque kilomètre parcouru, la brûlure sur mon visage me faisait un peu moins mal. Je ne savais pas où j'allais pas encore, mais je savais que je ne resterais pas, ni pour elle, ni pour eux, ni pour l'homme qu'ils voulaient que je sois. L'autoroute s'étendait devant moi, un ruban d'asphalte traversait la nuit du Connecticut, l'horloge du tableau de bord brillait, 23h47, mes mains agrippaient le volant de ma vieille berline, le cuir usé par des années d'utilisation et le bourdonnement du moteur était le seul son qui me tenait compagnie. Mon visage palpitait encore là où le café de Julian m'avait frappé, une douleur sourde qui palpitait à chaque battement de cœur. Mais je m'en fichais, plus maintenant. J'avais laissé le domaine de Whitmore derrière le manoir, me rétrécissant dans mon rétroviseur jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un point de lumière englouti par l'obscurité. Le texte de Clara rentre à l'intérieur. Tu ne fais qu'empirer les choses, assis sans réponse sur mon téléphone, jeté sur le siège passager, je ne lui devais pas d'explication, pas après qu'elle soit restée là à regarder son frère me brûler et m'a dit de m'excuser. Les panneaux routiers sont devenus flous après Hartford, à 20e New York, à 87 mi. Mais je ne rentrais pas chez moi dans notre appartement. Ce n'était plus ma maison, juste une cage avec de meilleurs meubles. J'avais besoin de sortir, très loin. Sommière. They couldn't reach me. The airport popped into my head again, a crazy idea that had taken root on the balcony and wouldn't let go. I'd never done anything this impulsive. 6 years with Clara had been about plan, schedule, dinner, her family's and events. But now, with the wind whistling through the cracked window and the burn on my face screaming for something to change, he pressed the gas hard. Bradley International Airport was closed, en hours drive, mais bless if je l'ai poussé. Mon téléphone a encore sonné. Un autre message, probablement celui de Clara, peut-être celui de Beatrix, cette fois prêt à me sermonner sur les bonnes manières. Je n'ai pas regardé. Je l'ai éteint, maintenant le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que l'écran devienne noir. Silence, vrai silence, juste moi sur la route. Quand je suis arrivé sur le parking de l'aéroport, les enseignes au néon bourdonnaient au-dessus de ma tête et l'air sentait le carburéacteur et la pluie. J'ai attrapé mon portefeuille et le téléphone mort, j'ai verrouillé la voiture et je me suis dirigé vers le terminal. Mon reflet s'est accroché dans les portes vitrées, chemise tachée de café, visage rouge, cheveux, en désordre. J'avais l'air d'un gars qui l'avait perdu. Et peut-être que c'était le cas. À l'intérieur du guichet, c'était calme, juste une femme fatiguée, vêtue d'un uniforme bleu, tapant sur son ordinateur. Prochain vol, dis-je d'une voix plus rauque que je ne l'aurais voulu. Elle haussa un sourcil. N'importe où en particulier je secouai la tête, International allait simple. Elle appuya sur quelques touches, ses yeux se tournèrent vers ma chemise tachée. Puis retour à l'écran, Paris part dans 2 heures. J'ai un passeport, j'ai hoché la tête en le sortant de mon portefeuille. Clara avait insisté pour que je le garde là. Après un voyage à Londres, elle m'a entraîné il y a 2 ans. Ça ira, dis-je. Elle a tapé encore, a demandé la carte de crédit celle d'urgence de Clara et je l'ai remise sans hésiter. La machine bipa le ticket imprimé et elle le fit glisser sur le comptoir. Porte 47, mieux vaut se dépêcher. Je l'ai pris, mes doigts effleurant le papier, et j'ai senti une secousse. Comme si c'était réel, comme si je le faisais réellement. Paris, je n'y étais jamais allé, je n'en avais même jamais rêvé, mais ça me paraissait assez loin. J'ai rallumé mon téléphone alors que je me dirigeais vers la sécurité, juste pour vérifier l'heure et l'inondation a frappé. 215 notifications en 5 minutes. Appel manqué de Clara, messages vocaux, SMS s'empilant comme des briques. Où es-tu, Miles? Réponds-moi. Ce n'est pas drôle. Le nom de Julian est également apparu. C'est fini, mec, je vais te poursuivre pour tout. Tu as. Beatrix a laissé un message vocal, sa voix dégoulinante de venin. Miles, espèce de petit ingrat, comment oses-tu partir comme ça? Et Clara, encore une fois, tu nous embarrasses, reviens maintenant. Je restais là, le terminal bourdonnant autour de moi, des hommes d'affaires avec des porte-documents, des familles avec des enfants pleurnichards, et je faisais défiler tout cela. Chaque message parlait d'eux, de leur fierté, de leur image. Personne ne m'a demandé si j'allais bien.
Personne ne se souciait de la brûlure sur mon visage ou des années que j'avais passées à essayer d'appartenir. Mon pouce a survolé le bouton de sourdine. J'ai appuyé dessus, le bourdonnement s'est arrêté, l'écran s'est estompé et j'ai mis le téléphone dans ma poche. La sécurité a été rapide, les chaussures retirées du portefeuille dans la poubelle. À bord, un type de la TSA m'a fait signe de passer. J'ai attrapé mes affaires et me suis dirigé vers la porte 47, le ticket se froissant dans ma main. L'appel d'embarquement crépitait dans l'interphone, vol 618 à destination de Paris, Charles de Gaulle, embarquement maintenant dans le groupe B. C'était moi. J'ai rejoint la file, le cœur battant, l'esprit tournoyé. Le visage de Clara m'est venu à l'esprit, ses pommettes saillantes, ses yeux bleus qui s'adoucissaient lorsqu'elle me regardait. J'ai attendu que la culpabilité frappe, que l'envie de revenir sur elle pour l'appeler et lui dire que j'étais désolé. Ce n'est pas venu. Au lieu de cela, j'ai vu le sourire narquois de Julien, le café sur ma peau, le regard froid de Clara. J'ai remis mon ticket à l'agent, un jeune gars au look buzzcut qui ne m'a même pas regardé. Profitez de votre vol, marmonna-t-il. J'ai hoché la tête, je suis monté sur la passerelle et j'ai senti le poids se soulever. Juste un peu, mais ça suffit. L'avion était à moitié rempli de rangées de passagers endormis. En m'installant, j'ai trouvé mon siège, 23C, dans une allée, à côté d'une femme déjà endormie avec un foulard sur le visage. Je me suis attaché, me suis penché en arrière et j'ai fermé les yeux. Les moteurs grondaient, les lumières de la cabine se sont atténuées et pour la première fois depuis des heures, j'ai respiré. Paris. Un aller simple, pas de plan, pas de Clara, pas de Whitmore, juste moi, Miles. Harrington, 34 ans, brûlé et meurtri, mais enfin en mouvement. L'avion a roulé, a décollé et je n'ai pas regardé en arrière, ni à la porte d'embarquement, ni à la vie que j'avais quittée. J'étais parti et ça me semblait bien. L'avion a atterri à Paris juste au moment où le soleil pointait à l'horizon, peignant le ciel d'un rose tendre que je n'avais pas vu depuis des années. Je suis descendu à l'aéroport Charles de Gaulle, les jambes raides à cause du vol de 7 heures, le visage encore enflammé par l'attaque de café de Julien. Ma chemise était froissée, tachée de brun et sentait légèrement les haricots brûlés. Mais je m'en fichais. Personne ici ne me connaissait. Personne ne m'a jugé parce que j'avais l'air d'avoir dormi dans un fossé. L'air était vif, teinté de l'odeur du carburéacteur et de quelque chose de plus doux, peut-être des casonnants provenant d'un kiosque voisin. Je n'avais pas de sac, juste mon portefeuille, mon téléphone mort et un passeport que j'avais à peine utilisé. J'avais atterri dans une ville dont je ne parlais pas la langue, dont je ne connaissais personne et pour la première fois depuis toujours, c'était comme un cadeau. J'ai erré dans le terminal, passé des panneaux que je ne pouvais pas lire, jusqu'à ce que je trouve un bureau de change. J'ai échangé le reste de mes dollars contre des euros ou des billets croustillants qui semblaient étrangers dans ma main et j'ai attrapé un café sur un stand, en prenant soin de le tenir loin de mon visage cette fois. La brûlure sur ma joue me démangeait sous les lumières fluorescentes, mais je l'ai ignorée. J'avais besoin d'un endroit où dormir, dans un endroit calme et bon marché. J'ai donc lancé une application sur mon téléphone utilisant le Wi-Fi de l'aéroport, car je n'avais pas réactivé les données. Les messages de Clara étaient toujours là, cachés, mais je ne les ai pas ouverts. J'ai réservé un Airbnb dans le 11e arrondissement, un petit studio avec un lit, un lavabo et une fenêtre, donnant sur une cour. L'hôte, un gars nommé Pierre, m'a dit que je pouvais m'enregistrer plus tôt. J'ai pris un taxi depuis l'aéroport, le chauffeur parlait français. Je n'ai pas compris et j'ai regardé la ville se dérouler, des rues étroites, des bâtiments en pierre, des gens qui fumaient dans les coins comme s'ils n'avaient nulle part où aller. Quand je suis arrivé sur place, c'était exactement comme promis, simple, propre, le mien pour l'instant. J'ai laissé tomber mon portefeuille sur la table, j'ai enlevé mes chaussures et je me suis tenu près de la fenêtre à regarder les pavés en contrebas. Pas de Whitmore, pas de Clara, pas d'attente, juste moi. Ce premier jour de marche, pas de carte, pas de plan, juste les pieds sur terre, le froid qui mordait ma veste. J'ai trouvé un marché près de la Bastille, des étals remplis de pain, de fromage, de pommes plus rouges que tout ce que j'avais vu chez moi. J'ai acheté un café au noir, fort et une baguette arrachée en morceaux. Tandis que j'allais, le même scintillait sous un ciel gris, les bateaux dérivant lentement et paresseusement, et je m'asseyais sur un banc les regardant passer. Les gens bougeaient autour de moi, des vieillards en béret, des enfants chassant des pigeons, des couples se disputant dans un français rapide, et je me sentais invisible de la meilleure des manières. Personne ne se souciait de mon visage brûlé ou de ma chemise tachée. Personne ne savait que j'avais frappé mon beau-frère et abandonné ma femme.
Je pourrais respirer ici dès le 3e jour. Je m'étais fixé un rythme, café le matin, balade en ville, nuit tranquille en studio. J'ai gardé mon téléphone éteint, laissant la batterie se décharger. Complètement. Je ne voulais pas entendre la voix de Clara, je ne voulais pas des menaces de Julien ou des culpabilisations de Béatrix. Je le vérifie finalement, mais pas encore. Cet après-midi-là, je suis tombé sur une librairie dans une rue secondaire. Ses vitres étaient embuées par le temps, une cloche sonnait. Alors que je poussais la porte, la femme derrière le comptoir leva les yeux, cheveux noirs attachés en arrière, lunettes perchées sur le nez. Peut-être 40 bonjours, dit-elle d'une voix douce mais curieuse. J'ai hoché la tête, ne sachant pas trop comment répondre, et elle est passée à l'anglais. Vous êtes nouveau ici. Ce n'était pas une question. Ouais, dis-je en me frottant la nuque, je viens d'atterrir. Elle sourit faiblement mais chaleureusement et se présenta comme étant Isabelle Marchand, la propriétaire. Vous lisez, a-t-elle demandé en désignant les étagères. Avant, je l'ai admis pas grand-chose. Dernièrement, elle s'est approchée, a sorti un livre fin d'une pile et me l'a tendu. L'étranger de Camus. Commencez par ça. C'est pour les gens qui ne savent plus ce qu'ils pensent. J'ai été surpris de voir à quel point elle avait raison. Camus ou Sartre, demanda-t-elle en s'appuyant contre le comptoir. Je ne sais pas, dis-je en retournant le livre entre mes mains. Alors vous aimerez les deux. Elle a répondu, et c'était tout. Nous avons parlé pendant un moment. Rien de profond, juste des livres, la météo, les hivers parisiens plus durs que prévu. Elle ne m'a pas posé de questions sur mon passé, ni sur la marque rouge sur mon visage qui commençait à s'estomper. C'était la première vraie conversation que j'avais depuis des jours, voire des semaines. Cela ne ressemblait pas à un test. J'ai acheté le livre, je l'ai remercié et je suis parti avec la promesse de revenir. Cette nuit-là, je me suis assis sur le lit bosselé du studio, le livre ouvert sur mes genoux, une lampe bon marché projetant des ombres sur le mur. Je lis la première page, puis la seconde, les mots s'enfonçant dans un malt lent et lourd. Le gars dans l'histoire ne se souciait pas de ce que les gens pensaient, il vivait simplement. Même lorsque cela n'avait aucun sens, j'enviais d'avoir passé des années à trop m'en soucier, à me faire des nœuds pour la famille de Clara, pour son approbation. Et où cela m'avait-il mené? Brûlé et seul, bien sûr. Mais maintenant, j'étais ici à Paris avec un livre entre les mains et une ville à l'extérieur qui n'avait pas besoin que je prouve quoi que ce soit. J'ai fermé le livre, l'ai posé sur la table et j'ai de nouveau regardé par la fenêtre. La cour était sombre, un chat se faufilait sur les pierres et j'ai senti quelque chose bouger. Pas la paix, pas encore, mais une fissure dans le mur que j'avais construit autour de moi. La voix d'Isabelle m'a marqué. Pour les gens qui ne savent plus ce qu'ils pensent. C'était moi, d'accord, mais peut-être qu'ici, dans cette ville d'étrangers et de premier souffle, je pourrais comprendre. Une page un jour, une étape à la fois. La pluie frappait contre la fenêtre de mon petit studio parisien, un rythme régulier qui correspondait à la douleur au chômage dans ma poitrine alors que j'étais assis sur le bord du lit en regardant mon téléphone. Il était mort depuis des jours, rangé dans un tiroir comme une bombe à laquelle je ne voulais pas toucher. J'étais à Paris depuis une semaine maintenant, m'installant dans cette nouvelle vie étrange, café le matin, promenade dans les rues saines, discussion tranquille avec Isabelle dans sa librairie. Mais le silence de mon ancien monde ne pouvait pas durer éternellement. Je savais que Clara ne le permettrait pas. Mes doigts ont hésité sur le chargeur, puis l'ont branché. L'écran s'est allumé et en quelques secondes c'était le chaos, des pings et des bourdonnements, un flot de notifications qui m'ont fait nouer l'estomac. Je les avais coupés avant de partir, mais maintenant ils étaient de retour, me griffant. Je me suis assis là, la pièce sombre, à l'exception de la lueur du téléphone, je me suis embrassé. Il y a d'abord eu les appels manqués, des dizaines de Clara, quelques-uns de Béatrix, et même un d'Édouard, ce qui m'a surpris. Il n'a jamais appelé, il a juste regardé fixement à travers les tables comme si j'étais une tache sur son héritage. Puis les textes le nom de Clara, encore et encore. Un mur de mots. Je ne voulais pas lire mais je ne pouvais pas ignorer. Miles, où es-tu? Nous devons parler. Tu ne peux pas t'enfuir comme ça. Nous pouvons résoudre ce problème. Vous m'embarrassez. Julien est furieux, reviens et arrange les choses. J'ai fait défiler ma gorge, me serrant à chaque ligne. Personne ne m'a demandé si j'étais blessé, si la brûlure sur mon visage me piquait toujours ou ce n'était pas grand-chose, juste un léger rose maintenant ou si j'allais bien après ce qui s'était passé.
Il s'agissait d'eux, de leurs sentiments, de leur petit monde parfait que j'osais perturber. Béatrix m'avait également envoyé un long email intitulé « Votre comportement », et je l'ai ouvert parce que je ne pouvais pas m'en empêcher. Miles, ça commençait, vos actions lors de la réunion ont été déplorables. Nous vous avons accueillis dans notre famille, vous avons donné des opportunités dont vous n'auriez jamais rêvé, et c'est ainsi que vous nous récompensez, en vous enfuyant comme un enfant. Claire est dévastée. J'ai joint une liste de thérapeutes. S'il vous plaît, demandez de l'aide. J'ai arrêté de lire, je l'ai fermé, j'ai laissé le téléphone tomber sur le lit. Les thérapeutes comme moi, c'était moi qui avais besoin d'être réparé, pas le gars qui m'a échaudé, pas la femme qui m'a dit de m'en excuser. Julien avait posté sur X2, je l'ai vu quand j'ai vérifié l'application, une photo de sa mâchoire meurtrie avec la légende, certaines personnes craquent sous la pression, des likes et des commentaires tristes venant principalement de cousins et d'amis de Whitmore, tous s'accordant à dire que j'étais le méchant. Se tenait debout, je me suis levé, j'ai arpenté la petite pièce, le parquet craquait sous mes chaussettes, la pluie dehors était plus forte maintenant, zébrant les vitres, et je me sentais piégé, non pas par Paris, mais par le poids d'eux qui me tendaient toujours la main. Je ne pouvais pas continuer à vivre ainsi, attaché à leur voix, à leur jugement. J'ai donc fait un choix. J'ai marché jusqu'à un magasin près du métro, j'ai acheté une carte SIM française avec un nouveau numéro et je l'ai échangée contre mon téléphone. L'ancienne, l'américaine, liée à Clara et au Whitmore. J'ai jeté dans un tiroir. Plus de notifications, plus de voyages de culpabilité. J'avais aussi besoin de travail. La carte de crédit de Clara ne durerait pas éternellement et je n'allais pas la supplier de l'argent. J'ai trouvé un espace de coworking près de Montmartre, une pièce exiguë avec une connexion Wi-Fi rapide et des pigistes penchés sur des ordinateurs portables. Je me suis connecté à mes anciens comptes indépendants ou des concerts de logiciels que j'avais déjà réalisés auparavant. Clara m'a convaincu d'accepter un vrai travail dans l'entreprise de son ami et de proposer des projets. Des trucs simples, débogage, mise à jour d'applications, choses que je pourrais faire les yeux fermés. Le soir, j'avais 2 clients, de quoi couvrir le loyer et la nourriture pendant un moment. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était le mien. Cette nuit-là, je me suis assis près de la fenêtre où les lumières de la ville brouillées par la pluie et j'ai rouvert mon téléphone. La discussion de groupe familial était toujours là. Des années de messages, de projets de vacances forcés, de rappels passifs et agressifs de Béatrix à propos des manteaux habillés. Je les regardais, mon pouce planant, puis j'ai appuyé sur supprimer. Le fil a disparu et avec lui un nœud dans ma poitrine s'est détaché. Je n'avais pas besoin de leur mise à jour, je n'avais pas besoin de savoir ce que Julien pensait de ma colère ou comment Clara en parlait à ses amis. J'avais fini. Le lendemain, j'ai marché le long du canal, l'eau grise et agitée, l'air froid contre mon visage. Je me suis arrêté sur un pont, je me suis appuyé sur la balustrade et j'ai regardé un bateau glisser en dessous. Un type pêchait à proximité, sa ligne flottant dans le courant, et il m'a fait un signe de tête comme si nous étions de vieux amis. J'ai hoché la tête en retour. C'était petit, stupide peut-être, mais c'était agréable, mieux que n'importe quelle poignée de main de Whitmore. Je n'arrêtais pas de passer devant des cafés aux fenêtres embuées, devant des enfants jouant dans un ballon de football dans une ruelle. J'ai acheté un café, je me suis assis sur un banc et j'ai laissé la ville bourdonner autour de moi. Mon nouveau numéro cassé, un client confirmant une date limite. Non, Clara, non, Julien, juste le travail, juste moi. J'ai siroté le café en faisant attention de ne pas le renverser et j'ai pensé au livre d'Isabelle, L'étranger, encore à moitié lu, sur ma table. Malte ne se souciait pas de plaire à qui que ce soit, il existait simplement. Je n'en étais pas encore là, mais je le sentais commencer se lâcher prise. Paris n'avait pas besoin que je sois autre chose qu'ici et pour l'instant. C'était suffisant. J'ai fini le café, j'ai jeté la tasse et j'ai continué à marcher. La pluie est douce. Le tambour battait derrière moi. Un mois à Paris m'avait changé, pas de manière grande et bruyante, mais dans le calme qui vous surprend. Je m'étais habitué au rythme de la ville, au bruit des rames de métro, à l'odeur du pain qui s'échappait des boulangeries, à la façon dont les étrangers hochaient la tête au lieu de sourire. Mon atelier du 11e arrondissement était désormais ma maison. Son lit grinçant et son évier ébréché, familiers à la manière du condo raffiné de Clara, ne l'ont jamais été. La brûlure sur mon visage s'était estompée en une légère cicatrice rose, à peine perceptible à moins que vous ne regardiez de près, et cela ne me dérangeait plus. C'était la preuve que j'avais survécu à quelque chose.
Mais il y avait encore des morceaux de moi à New York, des choses que je ne pouvais pas laisser derrière moi pour toujours. Pas la vie avec Clara, pas le monde de Whitmore, j'en avais fini avec ça. Mais les petites choses qui comptaient, la boîte à outils en bois de mon père, rayée et lourde de souvenirs de lui me montrant comment réparer un robinet qui fuyait. Les livres que j'avais lus à l'université, des livres de poche qui me permettaient de tenir jusque tard dans la nuit. Le vieil appareil photo Polaroid de ma mère, celui qu'elle utilisait pour prendre des photos floues de moi quand j'étais enfant. Je les avais laissés dans l'appartement quand je m'étais enfui. Et maintenant, assis près de la fenêtre à regarder Paris se réveiller, je savais que je devais y retourner pour eux. Pas pour rester, pas pour réparer les choses, juste pour récupérer ce qui m'appartenait. J'ai réservé un vol aller-retour ce matin-là en utilisant la dernière carte de crédit de Clara avant que mon argent de freelance n'entre en jeu. Le plan était simple, prendre l'avion, récupérer mes affaires, m'envoler. Pas de conversation, pas de combat, juste des entrées et des sorties. Le vol de retour a été long, l'air de la cabine était vicié et j'ai gardé la tête baissée, évitant le gars bavard à côté de moi qui voulait parler de vin. Atterrir à New York, c'était comme entrer dans un souvenir. Je ne voulais pas du chaos de JFK, de l'horizon gris, du poids de tout ce que j'avais fui. J'ai pris un taxi pour me rendre à l'appartement, mes clés toujours sur la bague, et je suis resté 1 minute à l'extérieur du bâtiment, à regarder les fenêtres. Notre appartement, le sien maintenant, était au 5e étage et je me demandais si elle avait changé les serrures. C'était le milieu de l'après-midi, un mardi, et je pensais qu'elle serait au travail. Mais quand j'ai tourné la clé et poussé la porte, elle était là, Clara, debout dans la cuisine, un verre d'eau à la main, les yeux écarquillés, comme si elle avait vu un fantôme. « Miles », dit-elle d'une voix douce et tremblante. « Tu es revenu. » Je suis entré, j'ai fermé la porte derrière moi et j'ai gardé un ton plat, juste pour mes affaires. Elle posa le verre, ses cheveux blonds tirés en arrière, son visage plus mince que dans mes souvenirs. Elle était toujours belle, mais cela ne me frappait plus comme avant. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça. » dit-elle en se rapprochant, nous pouvons parler. Julien s'est excusé. Il ne le pensait pas. On peut aller en thérapie, comprendre ça. Je secouai la tête, passant devant elle jusqu'au placard du couloir où je cacherais mes affaires. Vous l'avez vu me brûler. Clara, tu m'as dit de m'excuser. Elle le suivit, la voix montant. J'étais bouleversé. C'était un désastre, d'accord, mais je me suis enfui vers Dieu sait où. Ce n'est pas comme ça qu'on arrange les choses. J'ai sorti 2 boîtes en carton sous les escaliers, celles que j'avais utilisées lorsque j'avais emménagé, et j'ai commencé à emballer la boîte à outils en premier. Son poids me paraissait agréable dans les mains, solide, réel. Je ne répare rien, dis-je sans la regarder, j'ai fini. Elle se tenait là, les bras croisés, le souffle coupé comme si elle allait crier, vous nous jetez 6 ans à la ronde. J'ai attrapé les livres ensuite sur la route, le receveur dans le seigle, et je les ai empilés dans la boîte. Tu m'as jeté le premier. Dis-je d'une voix ferme, malgré la douleur dans ma poitrine quand tu les as pris sur moi. Elle n'a rien dit à cela, elle a juste regardé pendant que je trouvais l'appareil photo Polaroid sur une étagère, sa sangle emmêlée, et que je le rangeais avec le reste. Le silence était lourd, plus épais que la pluie parisienne, et je pouvais sentir ses yeux sur moi attendant que je craque. Je ne l'ai pas fait. J'ai fermé les boîtes avec du ruban adhésif, l'une puis l'autre, et je les ai portées jusqu'à la porte. J'enverrai les papiers de divorce, dis-je finalement en croisant son regard. Ses yeux étaient mouillés. Sa bouche s'ouvrit comme si elle voulait argumenter, mais rien n'en sortit. Miles, murmura-t-elle. Je ne voulais pas ça. J'ai hoché la tête, non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que cela n'avait plus d'importance. Prends soin de toi, Clara. J'ai franchi la porte en la refermant derrière moi et j'ai transporté les cartons jusqu'au taxi qui m'attendait en bas. Le chauffeur n'a pas posé de questions, il les a simplement chargés dans le coffre et je me suis glissé sur le siège arrière, la ville s'estompant alors que nous nous dirigions vers l'aéroport. Mon vol de retour pour Paris avait lieu ce soir-là et je le fais tourner, regardant par la fenêtre, l'Atlantique noir en dessous de moi. Quand j'ai atterri, le froid familier de Paris m'a frappé et j'ai pris un taxi jusqu'au studio, traînant les cartons dans les escaliers étroits. Je les ai posés près du lit, j'ai ouvert la boîte à outils et j'ai passé mes doigts sur le marteau que mon père avait utilisé pour construire notre Porsche. Le livre sentait la poussière et les nuits tardives, l'appareil photo sentait le parfum de ma mère. C'étaient les miennes, pas les Clarisse, ni les Whitmore, juste les miennes. Je me suis assis là,
la ville calme dehors, et j'ai senti le poids se stabiliser, pas lourd, mais ancré. J'étais revenu, je lui avais fait face et je suis reparti. Pas de cris, pas de mendicité, je prends juste ce dont j'avais besoin. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais comme Miles Harrington, pas le mari de Clara, ni le punching ball de Whitmore, juste moi. De retour à Paris, l'air était plus léger, comme si la ville attendait mon retour à la maison. J'avais quitté le studio dans le 11. Arandi voulait quelque chose de mieux, un petit appartement à Belleville, un quartier ouvrier avec des graffitis sur les murs et de la musique sortant des fenêtres ouvertes. C'était un 2 pièces au-dessus d'une boulangerie, avec une petite cuisine, un lit qui ne coulait pas et une vue sur la rue où des vieillards jouaient aux échecs sur des tables pliantes. J'avais utilisé mon argent de freelance pour payer la caution, je n'avais plus besoin de m'appuyer sur la carte de crédit de Clara, et quand j'ai transporté mes 2 cartons de New York dans les escaliers, c'était comme un nouveau départ. La boîte à outils, les livres, l'appareil photo Polaroid. Ils ont trouvé des endroits sur une étagère que j'avais acheté dans une brocante et j'aimais les voir là, des morceaux de moi qui n'appartenaient à personne d'autre. Quelques jours après m'être installé, je suis passé à la librairie d'Isabelle pour rendre l'inconnu. Elle était derrière le comptoir en train de trier une pile de livres de poche et leva les yeux avec son léger sourire. « C'est fini ?» a-t-elle demandé en prenant le livre. « Ouais », j'ai dit. M'appuyer contre l'étagère m'a fait trop réfléchir. Elle a ri dans un son calme et a dit « C'est le point. » Nous avons parlé pendant un certain temps de Kimu, de Paris, de la façon dont la pluie ici vous trempe à l'os, puis elle a mentionné son ami Théo, qui a dirigé un magasin de réparation technologique dans quelques rues. Il a submergé, a-t-elle déclaré. Pourriez-vous quelqu'un de bien avec des ordinateurs? Mes concerts indépendants étaient stables, mais j'ai manqué de travailler avec mes mains en fixant des choses, comme mon père m'a appris. Je pense qu'il me parlerait, ai-je demandé. Elle hocha la tête, griffonna une adresse sur un morceau de papier et le remetta. Dites-lui que je vous ai envoyé. Le lendemain, je me suis rendu à TOS Shop, une vitrine étroite avec un panneau qui lisait les réparations techniques et la peinture qui épluche. À l'intérieur, c'était un gâchis, des tables empilées d'ordinateurs portables fissurés, des écrans de téléphone enchevêtrés. Théo était un gars raide, peut-être 35 ans, avec une barbe et une cigarette nichée derrière son oreille. « Toi Miles ?» a-t-il demandé, essuyant ses mains sur un chiffon. « Ouais, j'ai dit qu'Isabelle m'a envoyé. » Il m'a dimensionné, puis a montré un ordinateur dans le coin, a mis en place un système pour moi, les factures d'inventaire, quelque chose de simple. Je me noie ici. Je me suis mis au travail en tirant du code sur un vieux bureau, le peaufinant jusqu'à ce qu'il suivît son stock et crache des reçus. Il a fallu quelques heures, Théo veillant sur mon épaule, grognant l'approbation maintenant, puis, quand j'ai fini, il m'a applaudi dans le dos. « Bien, tu veux un emploi ?» Cash à temps partiel, non, j'ai souri. Le premier vrai sourire depuis des semaines. Ouais, je suis dedans. C'était le début de ça. Les matins à la boutique, l'après-midi en freelance de l'espace de co-travail, les soirées promenant la ville. Je quitterai l'appartement tôt, je prendrai un café de la boulangerie en bas et je me dirigerai vers TOS où je réparerai ou déboguerai les logiciels pendant qu'il fumait et racontait des histoires sur la croissance à Belleville. Ce n'était pas glamour, pas de code vestimentaire, pas de bureau d'angle, mais c'était honnête. J'aime à nouveau la sensation d'un tournevis dans ma main, la satisfaction d'un écran vacillant. Retour à la vie. Clara ne m'a jamais laissé faire ce genre de travail. Elle l'avait appelé sous nous, m'a poussé dans des costumes et des réunions. Je détestais ici. Personne ne se souciait de la façon dont je tenais ma tasse de café ou si mes chaussures étaient polies. Une nuit, après une longue journée au magasin, je me suis assis à ma table de cuisine. La fenêtre s'ouvrit pour laisser entrer l'air frais. Mon téléphone, le nouveau numéro français, buzz avec un texte de Théo Beer demain. J'ai tapé, bien sûr, simple, facile, pas de corde. Je n'ai plus beaucoup vérifié mon ancien email, mais je l'ai ouvert ce soir-là pour voir que les messages de Clara avaient ralenti moins. S'il vous plaît, plus de mise à jour coupée. L'avocat dit, vous devez signer. Maman est toujours folle. Je n'ai pas répondu. Sa voix s'estompait, pas partie, mais distante, comme une station de radio que j'avais réglée. J'ai fermé l'ordinateur portable, attrapé la boîte à outils de mon père et sorti une clé, le retournant entre mes mains. Il avait été un mécanicien, rugueux sur les bords mais bon, et je me demandais ce qu'il pensait de moi maintenant, à travers le monde en recommençant, il riait probablement, disait à propos du putain de temps, gamin.
Ma maman m'aurait serré dans ses bras, m'a dit que j'allais assez. Je les ai manqués tous les deux, mais avoir leurs affaires ici dans ce petit appartement le rendait supportable. Le lendemain, j'ai rencontré Théo dans un bar près du canal, une plongée avec des tables collantes et du vin bon marché. Nous avons bu, parlé de rien, le football, le temps, une imprimante éclatée à la boutique, et je me sentais plus léger que je ne l'avais fait depuis des années. Personne n'a posé de questions sur mon passé, mon mariage, mes cicatrices. Je suis rentré à la maison tard. Les rues se calment, la mine de la ville. D'une certaine manière, New York ne l'a jamais été. De retour dans l'appartement, je me tenais près de la fenêtre en regardant un couple argumenter sous leur voix, nette mais étouffée. Je n'avais pas besoin de comprendre les mots pour savoir que ce n'était pas mon combat. J'ai construit quelque chose ici, un travail, un endroit, un rythme, et c'était petit, désordonné, réel. Les emails de Clara pourraient rester non lus, les Whittor pourraient ragoût dans leur manoir et je continuerais. Je suis monté dans le lit, la boîte à outils sur l'étagère brillante au clair de lune et j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. C'était ma chambre, ma vie, et je ne m'en excuse pas. Le ciel de Paris était un gris lourd ce matin-là, le genre qui promet de la pluie mais qui se tient, juste pour vous faire deviner. Je me tenais dans mon appartement de Belleville, l'odeur du café de la boulangerie en dessous de dériver par la fenêtre ouverte, et j'ai regardé une enveloppe que j'avais tirée d'un tas de courriers. Il était manuscrit, le papier épais et crémeux, parfumé avec quelque chose de floral. Cela m'a frappé comme un souvenir que je ne voulais pas. Le nom de Béatrix était sur l'adresse de retour. La mère de Clara, la reine des voyages de culpabilité et les compliments en revers. Je n'avais pas entendu parler d'elle directement dans des semaines, pas depuis son dernier email sur les thérapeutes, et j'avais espéré qu'elle avait abandonné. Pas de chance. Je l'ai déchiré, le papier croustillant sous mes doigts et déplie une seule page. Son écriture était parfaite, inclinée, comme si elle l'avait pratiquée pour ce moment, Miles. Ça a commencé. Vous avez humilié notre famille. Vous êtes sorti lorsque Clarence avait le plus besoin de vous. Nous vous avons donné toute une place à notre table, une chance de vous lever au-dessus de votre station, et vous l'avez jeté sur nos visages. J'espère que vous êtes fiers de vous vivant comme un vagabond. Pendant que nous ramassons les pièces, j'ai arrêté de lire les mots se brouillant dans un venin familier. Je n'avais pas besoin de terminer. Elle m'avait toujours vu comme moins que Julian, moins que Clara, moins que le nom de Whitmore. Et c'était son dernier coup, un poignard de parfum à poster sur un océan. Je l'ai froissé, je me suis dirigé vers la porte et je suis parti. Le Saint-Esprit n'était pas loin, à 10 minutes à pied dans les rues sinueuses de Belleville, et je devais bouger pour secouer sa voix de ma tête. La rivière était agitée ce jour-là, l'eau giflant contre les berges en pierre et je me tenais sur un pont. La lettre était toujours à la tête dans mon poing. J'ai pensé à Clara, son visage mince quand je suis retourné pour mes affaires, son s'il vous plaît pour la thérapie et la version de Béatrix de tout. Il m'avait donné un siège, bien sûr, mais il est venu avec une laisse, sourire, hocher la tête, prendre les insultes rétrécir. Je ne leur devais pas la fierté ou la honte. J'ai laissé tomber la lettre dans l'eau, je l'ai regardé frapper la surface et couler, l'encre saignant dans rien. C'était bien, final, comme couper une corde. J'avais été emmêlé depuis trop longtemps. Cette nuit-là, j'ai rencontré Théo et Isabelle sur un bar sur le toit près de la boutique, un endroit avec des chaises incompatibles et une vue sur les toits de déchaînement de la ville. Théo a apporté une bouteille de vin rouge bon marché, Isabelle une miche de pain qu'elle avait elle-même cuite, croustillée et chaleureuse. Nous nous sommes assis sous une chaîne d'ampoules, l'air fraîche, le bruit de Paris bourdonnant en dessous. Théo a versé le vin dans des tasses en plastique, m'a remis un et a dit, « Tu es silencieux ce soir. » J'ai haussé les épaules, déchirant un morceau de pain. J'ai une lettre de la mère de mon ex. Même vieille merde. Isabelle haussa un sourcil, sirotant son vin. Qu'a-t-elle dit? Que je suis une honte, dis-je, le gardant léger bien qu'il se piquait. Pense que j'aurais dû rester et supplier le pardon. Théo renifla, se penchant en arrière sur sa chaise pour ceux qui semblent être ceux qui devraient mendier. J'ai hoché la tête, mâchant le pain. Il a un goût vif et simple. Ou eh bien, il ne le voit pas de cette façon. Isabelle posa sa tasse, ses lunettes, attrapant la lumière. Vous avez l'air plus léger, cependant, même avec la lettre. Je m'arrêtai surpris qu'elle l'avait remarqué, je le sens, dis-je, et c'était vrai, le poids des paroles de Béatrix, le silence de Clara, Julian Smirk, il était toujours là, mais plus faible, comme une décoloration.
Nous avons bu plus, le vin réchauffant ma poitrine et avons parlé de rien d'important, la dernière catastrophe de réparation de Théo, la nouvelle expédition de livres d'Isabelle. Personne ne m'a demandé de m'expliquer, de justifier pourquoi je suis parti ou ce que je faisais ici. Ils m'ont juste laissé être. Plus tard, alors que les lumières de la ville clignaient des yeux, Théo a allumé une cigarette et a dit « Vous êtes doué dans la boutique, mec, restez ». Ce n'était pas une grande chose, mais ça m'a frappé fort, quelqu'un qui me voulait là-bas pas pour ce que je pourrais prouver, mais pour ce que je pouvais faire. Je suis rentré tard, l'appartement sombre à l'exception de la lueur d'un réverbère à l'extérieur. J'ai lancé mes chaussures, je me tenais près de l'étagère où la boîte à outils de mon père était assise et passais ma main dessus. La lettre avait disparu, dissoute dans le sein d'esprit et avec elle le dernier fil de la prise de Béatrix. Je n'avais pas besoin de son approbation, je n'avais pas non plus besoin de Claire. J'avais cette boutique de Théo, les livres d'Isabelle, une vie que je construisais pièce par pièce. Le lendemain, je suis allé travailler, à réparer un écran d'ordinateur portable fissuré et j'ai ri quand Théo a renversé du café sur sa propre chemise, maudissant en français. Après avoir marché jusqu'à l'espace de co-travail, j'ai terminé un travail indépendant et s'est arrêté à la boulangerie pour une baguette. C'était une routine maintenant, la mienne régulière. Je n'ai plus vérifié mon ancien email, les mises à jour de Clara, les diatribes de Béatrix, ils pourraient s'accumuler non lus. Cette nuit-là, je me suis assis à ma table, la caméra Polaroid devant moi et j'ai chargé un nouveau film que j'ai acheté. Sur un coup de tête, j'ai pris une photo de la rue en dessous, floue, imparfaite, réelle et épinglée au mur. C'était la première photo que j'avais prise depuis des années et c'était comme un début. Paris m'avait donné de la place pour respirer, pour être à nouveau des kilomètres, pas le gars qui s'était rétréci. Pour le Whiphorse. La lettre de Béatrix était le dernier écho de cette vieille vie et je la laissais couler. Je n'avais pas besoin de leur table, j'avais le mien. L'appartement de Belleville était devenu mon ancre. Ses murs ébréchés et ses sols inclinés, plus à la maison que le condo avec Clara ne l'était jamais. 9 mois à Paris avaient supprimé l'homme que j'avais été, Miles Harrington, le mari calme qui a hoché la tête aux insultes, qui portait des liens qu'il détestait au dîner qu'il redoutait. Maintenant, je me suis réveillé avec le cliquetis de la boulangerie en bas, les cris des enfants jouant au football dans la rue et j'ai aimé. J'ai changé mon numéro légalement la semaine dernière, coupant le fil final en mon ancienne SIM américaine, la seule Clara et les Whitmore pourraient encore atteindre. La carte de résidence française est également passée, un morceau de plastique fragile qui disait que j'appartenais ici, du moins pour l'instant. Il ne s'agissait pas de devenir quelqu'un de nouveau, il s'agissait de se souvenir de qui j'avais déjà été. Je laisse les compromis me grincer. Ce matin-là, je me suis tenu dans la cuisine en train de préparer du café dans un pot que j'ai acheté pour 5 € sur un marché aux puces et j'ai regardé la vapeur se recroqueviller vers le plafond. La boîte à outils était assise sur son étagère, la caméra Polaroid à côté, toutes deux rappels silencieux de mes parents, les mains stables de mon père, le rire doux de ma mère. J'avais commencé à utiliser la caméra plus de clichés de Paris, un pigeon sur un banc, un pavé craquelé, Théo jurant sur une imprimante éclatée. Les images tapissent mon mur, maintenant un collage désordonné de cette nouvelle vie. Le travail m'a occupé, les matins à TOS Shop, l'après-midi indépendant et ces derniers temps quelque chose de plus. La nièce de Théo, un enfant de 12 ans timide nommé Lucie, m'avait demandé de lui apprendre à construire un site web. Nous avons commencé le mois dernier, assis à la table arrière de la boutique avec mon ordinateur portable, moi montrant son code ligne par ligne. Elle a souri lorsque sa première page a chargé un écran rose vif avec Lucy S. World et Block Letters et que j'avais ressenti une fierté que je ne connaissais pas depuis des années. C'était petit mais c'était important. Cet après-midi, je l'ai rencontrée à nouveau en apportant un sac de pâtisserie de la boulangerie comme un pot de vin. Elle attendait. Ses cheveux dans une tresse en désordre, ses yeux brillants. « Pouvons-nous ajouter des photos ?» a-t-elle demandé, rebondissant sur sa chaise. « Ouais, dis-je, en tirant le code. Choisissez-en sur votre téléphone. » Elle a téléchargé des photos de son chien, un mort débraillé nommé Bruno, et je lui ai montré comment les dimensionner, les aligner, les faire éclater. Quand nous avons fini, elle m'a embrassé rapidement, maladroit, comme les enfants, et s'enfuit pour montrer Théo. Il a poussé la tête plus tard en souriant, « Vous êtes coincé avec elle maintenant, mec. » J'ai bien ri par moi. L'enseigné m'a rappelé mon père comment il m'avait patiemment expliqué des outils et cela a corrigé un trou que je ne savais pas que j'avais. Plus tard, j'ai marché sur la ville, le Polaroid a bouclé autour de mon cou.
J'étais devenu bon pour trouver des moments, une femme qui nourrit les canards par le canal, un gars jonglant avec des oranges à l'extérieur d'un marché. Je les ai cassés, j'ai regardé le film cracher et glissé le prince dans ma poche. C'était quelque chose à moi, non lié aux attentes de Clara ou de sa famille. Cette nuit-là, je me suis assis à ma table. La dernière photo, une photo floue d'un musicien de rue dessinant devant moi. Mon ordinateur portable était ouvert et j'ai regardé un email que j'évitais. C'était à mon avocat. Un projet que j'avais écrit il y a des semaines a finalisé le divorce. Aucun actif, pas de combat, terminez-le. J'avais hésité parce qu'une partie de moi a toujours entendu la voix de Clara, douce et plaidante, à partir de ce jour dans le condo. Mais ce n'était plus suffisant. J'ai édité le message, je l'ai gardé court et j'ai frappé send. Pas de fanfare, pas de seconde pensée, juste une pause propre. Le lendemain, je suis allé à TOS Shop, à réparer un téléphone avec un écran brisé et je l'ai écouté se plaindre d'un match de football. Isabelle s'est arrêtée avec un café. Ses verres ont fogué du froid et nous avons parlé de livres. Sarté cette fois. Quelle est la force de ces affaires, vous êtes différent. Elle a dit de nulle part alors qu'elle me tenait une tasse. Comment, ai-je demandé, le prenant moins en thé, dit-elle, haussant les épaules, comme si vous étiez ici maintenant, pas à moitié ailleurs. J'ai hoché la tête, sirotant le café chaud et amer. Elle avait raison. Le Whitmore, Clara, le vieux moi, ils étaient des fantômes qui se sont tombés chaque jour que je passais ici. Je n'ai plus vérifié mon ancien email, je ne me demandais plus ce que Julien publiait ou ce que Béatrix comptait. Il n'avait pas d'importance. Ce soir-là, je suis rentré à la maison lentement, la ville vivante autour de moi, les lumières qui se déclenchent, des voix se déversant des cafés. Je me suis arrêté sur un pont, je me suis penché sur la balustrade et j'ai regardé le même flux, sombre et régulier. J'avais lâché l'homme qui a essayé de s'adapter où il n'était pas voulu, celui qui s'était excusé pour l'existant. Paris ne m'avait pas sauvé. Cela venait de me donner de l'espace pour me sauver. J'ai tiré le Polaroid de mon cou, je l'ai visé à l'eau et j'ai cliqué. La photo a glissé un frottis de noir et de gris, et je l'ai quand même gardé. C'était le mien, comme ça, les défauts de la vie et tout. De retour dans l'appartement, je l'ai épinglé au mur à côté du code du site web Rose de Lucie que j'avais imprimé comme une blague. Le divorce passerait bientôt. Document par la poste, une signature effectuée, pas d'appel, pas de drame. Je n'avais pas besoin que Claire soit bien pour être moi à nouveau. Je suis monté dans le lit, la rue calme à l'extérieur et j'ai dormi profondément, le poids de 9 mois de levage. J'étais Miles, Harrington, 34 ans. Pas un appendice de Whitmore, pas un mari en nom, seulement, juste un gars avec un appareil photo, un travail, un enfant qui pensait que j'étais cool et c'était suffisant. Un an à Paris m'avait taillé à quelqu'un que je reconnaissais à nouveau, quelqu'un que j'aimais. J'avais déménagé du petit appartement de Belleville à un grenier de 2 chambres au-dessus de l'atelier de réparation de Théo, un endroit avec de hauts plafonds, des sols grinçants et une fenêtre qui encadrait la ville comme une peinture. Le loyer était bon marché. Théo m'a conclu un accord, car j'ai gardé ses systèmes en marche et que la pièce supplémentaire tenait la boîte à outils de mon père, la caméra Polaroid de ma mère et une pile croissante de livres de la boutique d'Isabelle. Je me suis réveillé tôt la plupart des jours, le soleil glissant à travers les stores et me prépara du café dans un pot qui secoua sur le poêle. La boutique en bas bourdonnait par 8 outils de Théo et de malédiction en français, et je le rejoigne après ma première tasse, fixant des téléphones ou peaufines tandis que la rue à l'extérieur bourdonnait de vie. Ce matin-là, je me tenais à la fenêtre, café à la main, regardant un gars balayer le trottoir sous son balai, donnant un coup de pouce qui a pris la lumière. Il y a un an, j'étais dans un avion, brûlé et brisé, courant de Clara et de sa famille. Maintenant, j'étais ici, enraciné dans une vie que j'avais construite à partir de zéro. Le divorce avait été remonté à des mois, des papiers signés, pas de combat, juste une fin tranquille, envoyée par la poste à mon avocat. Le dernier message de Clara est arrivé hier, un petit texte à mon ancien numéro que j'avais vu lorsque je l'ai vérifié pour le contact d'un client. J'espère que tu vas bien. Il a atterri doux, pas vif comme son vieux s'il vous plaît, et je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Elle était une ombre, maintenant pas une attente, et je laisse son travail de fondu me garder stable. La boutique de Théo était plus occupée que jamais et j'avais pris plus d'heures, mes mains aussi à l'aise avec un fer à souder qu'avec le code. Lucie est toujours venue par son site web, maintenant un gâchis tentaculaire de photos de chiens et de mauvaise poésie,
et je souriais à chaque fois qu'elle me montrait une nouvelle page. Vous êtes célèbre, disait-elle, la montrant sur la section où elle m'a répertorié comme Tech Guy Miles. Cela m'a fait rire, le genre de rire qui semblait facile, pas forcé. Le freelance a rempli les lacunes, de petits concerts qui ont payé les factures et m'ont laissé le temps de marcher dans la ville avec mon appareil photo. J'avais rempli une boîte à chaussures de Polaroid, de ponts, d'étrangers, de Théo Mirand et d'épingler les meilleurs au mur du loft. Ce n'étaient pas des moments, mais ils étaient à moi. Cet après-midi, j'ai rencontré Isabelle à sa librairie. La cloche se promenant en entrant, elle se déplaçait une pile de romans battus, ses cheveux attachés avec un foulard. Café, a-t-elle demandé, hochant la tête vers un thermos sur le comptoir. Toujours, dis-je, versant une tasse. Nous nous sommes assis près de la fenêtre, la rue à l'extérieur, vivant avec des vélos de livraison et des vendeurs de cris, et nous avons parlé de rien de grand. Sa dernière lecture, mon dernier travail de réparation. Vous restez mince, dit-elle à l'improviste, les yeux sur moi sur ses lunettes. Ouais, dis-je, surpris par le fait que je le paraissais. C'est à la maison maintenant, elle sourit. Petit mais réel. Bon, Paris vous convient. Ce n'est pas le cas. Le touriste Paris, la tour Eiffel, les selfies et le vin trop cher, mais le vrai, celui avec des trottoirs fissurés et des bars de fin de nuit, celui qui ne se souciait pas de qui j'avais été auparavant. Plus tard, j'ai marché le canal, l'eau brillante sous un ciel clair rare et je me suis arrêté sur un banc pour regarder les bateaux dériver. Un enfant a donné un coup de pied à proximité, sa mère lui criant dessus de ralentir, et j'en ai cassé un Polaroid, le flot de sa sneaker contre les Greystone. Je n'ai pas manqué New York, je n'ai pas manqué le condo ou le domaine Whitmore. J'ai manqué mes parents, parfois leur voix, mais j'avais leurs affaires, la boîte à outils, la caméra, et cela les a gardés prêts. Cette nuit-là, j'ai préparé le dîner dans le loft, une simple pâte avec sauce d'impôt et mangé à la table près de la fenêtre. La boutique était calme en dessous, FTO est rentré chez lui et la rue s'est installée dans un bourdonnement doux. Mon téléphone a bourdonné, un SMS de Lucie, Bruno, a mangé ma chaussure, choisissez bientôt. J'ai ri, j'ai tapé, j'ai hâte. Pas d'appel de Clara, aucun email de Béatrix, juste cela. Les amis travaillent, une vie qui s'adapte. J'ai nettoyé, attrapé le Polaroid et monté sur l'escape, le froid du métal sous mes pieds. La rivière n'était pas loin, sa courbe, visible au-delà des toits, et j'ai visé la caméra, j'ai cliqué sur la prise de vue sombre, juste un frottis de lumière et d'eau. Mais je l'ai gardé, le glissant dans ma poche. Il y a un an, j'étais Miles Harrington, le gars qui a pris le café de Julien au visage et le silence de Clara au cœur. J'ai acheté ce billet aller simple, atterri ici et reconstruit. Pas parfait, pas fantaisiste, juste réel. Je ne me suis plus excusé, je ne l'ai pas rétréci. J'ai travaillé, j'ai marché, j'ai vécu à l'intérieur. J'ai épinglé le coup de rivière au mur, à côté d'une photo de Théo me déversant et l'un des chiens de Lucie, Midbark. Le grenier sentait le café et la soudure. La ville a respiré à l'extérieur et je suis monté dans le lit. Les draps refroidissent contre ma peau. Clarisse, j'espère que tu vas bien. Écho une fois. Faible, puis s'éloigna. J'allais bien. Mieux que d'accord. J'étais moi et Paris m'a tenu. Constant. Le sommeil est venu vite, profond, la chanson calme de la rivière dans mes os.